Pour cet épisode numéro 5 de Juris District, on va rentrer dans le district des monstres les plus terrifiants de notre époque. Je ne vais pas revenir sur le principe du loup-garou, je vais seulement rappeler 3 choses. Le loup-garou tue, mais le loup-garou n'a pas conscience qu'il tue, et lorsqu'il redevient humain, il a tout oublié de ses folies meurtrières. Le titre de ces tueries, justement, est-ce qu'il peut être soumis au droit français? Là, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est le droit pénal, autrement dit la répression exercée par l'État. La première question à se poser est la suivante, sommes-nous face à un homicide volontaire ou bien un homicide involontaire? Involontaire, c'est si tu es négligent, maladroit ou imprudent. Du coup, je pense que tu comprends que dans le cadre du loup-garou, l'homicide n'est pas involontaire, c'est même son but de tuer. T'as souvent entendu parler de loup-garou dont l'objectif ultime était de faire des parties de tarot endiablées ou de tricoter un nombre de pulls record jusqu'à l'aube? Je ne crois pas. On est donc d'accord pour partir sur l'homicide volontaire. Mais maintenant, dans les homicides volontaires, on a le meurtre et l'assassinat. Quelle est donc la différence entre les deux? Eh bien, il s'agit d'un meurtre s'il n'y a pas eu préméditation, par exemple tuer sur un coup de folie, et il s'agit d'un assassinat s'il y a eu préméditation, comme par exemple dans le cadre de l'assassinat du président Kennedy. Or, j'ai dit au début de la vidéo que le loup-garou était inconscient de ses actes. Par conséquent, ça paraît plutôt logique qu'il ne peut pas y avoir eu préméditation, et il s'agira donc d'un meurtre. Mais attends, si je résume, il y a volonté mais inconscience? Eh bien oui, ce sont deux notions différentes. Dis-toi qu'en gros, il était volontaire dans son inconscience. Au titre du meurtre, qui est qualifié par le code pénal comme le fait de donner volontairement la mort à autrui, le loup-garou encourrait en principe 30 ans d'emprisonnement, ou 30 ans de mise en cage. Mais le truc, c'est que justement, pour que la culpabilité du loup-garou puisse être retenue, il faut à la fois qu'il y ait la volonté et la conscience de commettre le crime. Puisque oui, le meurtre est un crime. Mais comme il est inconscient, ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas être puni par le droit pénal? Eh bien, il semble que oui, parce que de plus, même si le code pénal n'a pas prévu le cas du loup-garou, tu t'en doutes, il a quand même prévu dans son article 122-1 que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Or, quand un humain se transforme en loup-garou, je pense clairement qu'il y a un problème au niveau du cerveau, non, tu es d'accord? Donc le trouble neuropsychique ou le trouble psychique peut facilement être retenu. Et dans tous les cas, on sait que le loup-garou n'est pas maître de ses actes. Cet article fait état d'une des causes d'irresponsabilité pénale, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, le loup-garou, vu qu'il est inconscient et qu'il est sous l'empire d'un trouble psychique ou neuropsychique et qu'il n'est pas maître de ses actes, eh bien, il ne sera pas pénalement responsable et par conséquent, il n'ira pas en prison, il n'ira pas 30 ans en prison ou 30 ans en cage comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, par contre, tu peux être presque certain qu'il va se retrouver dans un asile psychiatrique pour un bail. Ou alors, autre solution, il faudrait faire appel à Jackie Chun et à son Kamehameha destructeur de lune. Puisque tu as encore en tête ce que j'ai dit à propos du meurtre et de l'assassinat, à savoir qu'il s'agit d'un meurtre s'il n'y a pas eu préméditation et qu'il s'agit d'un assassinat s'il y a préméditation, tu vas facilement pouvoir me dire si le vampire est plutôt meurtrier ou plutôt assassin, dans la plupart des cas du moins. Me dis pas que t'as répondu le meurtre quand même. Bah ouais, le vampire, à la différence du loup-garou, est conscient de ses actes, ça on le sait. Du coup, il peut facilement tendre un piège, calculer son coup quoi, préméditer son action. Surtout que son but à lui, c'est clairement de s'abreuver en sang, hein, c'est pas moi qui l'invente. Le vampire sera donc dans la plupart des cas un assassin, et comme l'assassinat est moins spontané que le meurtre, comme il y a une plus grande volonté de commettre le crime, alors ce n'est plus 30 ans qu'encourt le vampire, mais une peine de prison à vie. Bon, et si t'es pas trop un noob dans ce domaine-là, tu sais bien que le vampire, du point de vue de la vieillesse, est en principe immortel, ou pas loin du moins. Du coup, s'il se prend une peine de prison à vie, ça risque de lui paraître très long. Bon, bien sûr, il faudrait prendre des mesures adaptées pour sa peine de prison, parce que bon, déjà, sinon il va bouffer tout le monde. Et ensuite et surtout, il aura même pas eu le temps de se faire violer, qu'il se sera déjà fait cramer par les premiers rayons du soleil à la première promenade dans la cour. Bon, après, c'est vrai que je crois qu'il y a des vampires qui craignent pas les rayons du soleil, mais moi je fais plutôt dans le vampire vintage. Ceci dit, on a oublié de se poser une question. Pourquoi est-ce que le vampire tue? Pour se nourrir, mais surtout pour survivre. Sans vouloir être contradictoire, c'est pour lui une obligation vitale que de tuer. Par contre, est-ce qu'on peut raisonner de la façon suivante? Le vampire, lorsqu'il tue, c'est pour se nourrir, pour survivre, et donc dans un certain sens pour se défendre. Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait admettre la légitime défense? Bien sûr, la réponse est négative, puisque pour que la légitime défense soit admise, il faudrait une atteinte injustifiée envers la personne du vampire, par exemple, une agression sur le vampire. Mais je pense quand même qu'il y a une solution. Là, non seulement il fera un festin, mais en plus, il accomplira une mission de service public. Première étape, il doit se parer de son plus beau costume, tu vois, pas une contrefaçon, un truc acheté chez Lidl. Puis ensuite, il se rend dans un quartier bien chaud, tu vois, classé zone sensible de niveau 1, comme Saint-Denis par
par exemple. Il fait en sorte de trouver le ou les repères de quelques gangs et il attend l'embrouille, comme si ça n'allait jamais arriver. Il faut pas qu'il attaque de suite, puisque pour que la légitime défense soit admise, il faut que la défense soit proportionnée à l'attaque. Et tu te doutes bien que se jeter sur le cou de quelqu'un pour le vider de son sang n'est pas proportionné à une injure. Non, ce qu'il a à faire c'est juste à répliquer, puis le ton va monter, l'ambiance va se tendre, puis ils vont sortir les poings, puis les armes et là, paf! Lui il sort les crocs. Bon par contre il faut surtout pas que ce vampire transforme les wesh en vampires, parce que sinon les mecs ils deviennent immortels et on n'en sort plus. D'ailleurs à propos de cette faculté de transformation, il semble possible d'assimiler le vampirisme à un virus. Or les juges ont à plusieurs reprises appliqué les articles 222-9 et 15 du code pénal pour sanctionner les personnes porteuses du virus du sida ayant volontairement transmis ce virus à d'autres personnes. Il serait donc possible de retenir la même solution dans le cadre d'une transmission du virus du vampirisme, et à ce titre-là, le vampire encourrait une peine de prison de 10 ans. Mais cette peine de prison de 10 ans ne va nous intéresser que si le vampire est non assassin, puisque s'il est assassin, il encourt déjà la perpétuité. Or, il existe en droit pénal un principe de non-cumul des peines. C'est-à-dire, il a commis une première infraction dans laquelle il encourt 10 ans d'emprisonnement et une seconde dans laquelle il encourt 20 ans d'emprisonnement, on va seulement retenir la plus élevée, on fait pas 20 plus 10. Puis de toute façon, là en l'occurrence, on avait perpétuité et 10 ans. Je suis pas mathématicien, mais je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences entre un nombre infini d'années et un nombre infini d'années plus 10 ans. Le mort-vivant, ma partie préférée. Là, on va aborder les choses différemment. On va pas chercher à savoir si ce mort-vivant est meurtrier ou assassin. On va plutôt se demander s'il est plus mort que vivant ou vivant que mort. Et en fonction de la réponse, on pourra définir si le mort-vivant bénéficie encore de droits ou pas. Alors je sais que toi, tu vas penser que le mort-vivant est naturellement plus mort que vivant. Mais l'article R 1232-1 du Code de la santé publique, c'est moi qui dois y penser? Eh ben oui, c'est moi qui dois y penser apparemment. Cet article précise que le constat de la mort ne peut être établi que si 3 critères cliniques sont simultanément présents. J'ai bien dit simultanément, ça fait que s'il en manque un, bah c'est mort. Enfin non, pour le coup c'est vivant, puisque du coup on ne peut pas prononcer le constat de la mort. Oh, oh. Quels sont donc ces critères? Numéro 1, il faut une absence totale de conscience et d'activité motrice. Attends un truc là, il me semble que le zombie a conscience qu'il y a quelqu'un à bouffer, non? Et puis pour ce qui est de l'activité motrice, il y en a même qui tapent des sprints. Donc déjà le premier critère n'est pas respecté, on pourrait s'arrêter là. Et dire que vu qu'il manque un des critères, bien le constat de la mort ne peut pas être prononcé, et donc le zombie est plus vivant que mort. Mais bien sûr pour plus de fun, on va aller plus loin et parler des 2 autres critères. Second critère nécessaire pour pouvoir prononcer le constat de la mort, il faut qu'il y ait une abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Sauf que comment tuer un zombie? Justement en lui éclatant le cerveau avec une pioche achetée chez Lidl. Donc ça veut forcément dire qu'avant qu'on lui éclate le cerveau, il a encore des réflexes au niveau du cerveau, puisque justement en lui éclatant, le but c'est d'abolir ces réflexes-là, de le mettre hors d'état de nuire. Et troisième critère, il faut une absence totale de ventilation spontanée pour que le constat de la mort puisse être prononcé, c'est-à-dire une absence totale de respiration. Bon là je t'avoue que je savais pas trop si les zombies respiraient ou pas, du coup je suis allé faire une rapide recherche sur le net. Et bien entendu, en gros flemmard du 8-4 que je suis, je me suis limité au premier truc que j'ai trouvé, à savoir les zombies dans World of Warcraft. Et j'ai donc appris que les zombies, ou que du moins certains zombies dans WoW pouvaient respirer sous l'eau. Du coup, j'en ai tiré la conclusion qu'ils pouvaient aussi respirer en dehors de l'eau, puisque bon, à la base, c'est pas des poissons non plus. Et donc ce critère, et même tous les critères, ne sont pas respectés. Et par conséquent, le constat de la mort ne peut pas être prononcé. Et ça veut clairement dire que le zombie est plus vivant que mort. Quelles sont donc les incidences au regard des droits dont il devrait bénéficier? En droit, justement, il existe une notion qui s'appelle la personnalité juridique. Chacun d'entre nous acquiert la personnalité juridique dès la naissance, voire même avant. C'est donc l'embryon qui acquiert la personnalité juridique, mais c'est pour des questions de succession par exemple, on va pas aller jusque là. Et chacun d'entre nous perd cette personnalité juridique à la mort, mais encore faut-il être véritablement mort. Et comme on vient de le voir, le mort-vivant est plus vivant que mort. Conclusion, il bénéficie en principe toujours de cette personnalité juridique. Et grâce à cette personnalité juridique, comme tous les autres citoyens, il bénéficie de droits et en contrepartie soumis à des devoirs. Le contrat social quoi, Jean-Jacques Rousseau. Un mort-vivant pourrait donc légalement voter, exercer des actions
action en justice pour trouble du voisinage ou se prostituer au bois de Boulogne. Et tuer un zombie reviendrait même à commettre un meurtre. Et pire encore, son état de zombie pourrait être considéré comme un état de faiblesse, un cas médical en fait. Le zombie ne serait rien de plus qu'une personne malade. Or le meurtre, lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due par exemple à une déficience physique ou psychique et qui est apparente ou connue de son auteur, n'est plus puni de 30 ans d'emprisonnement mais de la prison à vie. Cet état de faiblesse du zombie est en fait une circonstance aggravante au meurtre. Tu captes quand même, comme tout s'emboîte à la perfection, on a l'impression que le zombie a été créé pour qu'on parle juridiquement de lui. Bon, bien sûr, tout ça c'est de la spéculation, c'est pour rendre un peu plus fun le truc, parce que concrètement, ce qui se passerait c'est... Soit petit 1, le zombie tente de te bouffer et au final se sert de ton crâne comme d'un bol et de tes os les plus pointus comme d'un cure-dent pour évacuer les petits morceaux d'yeux restés coincés entre deux de ses molaires. Soit petit 2, tu as le réflexe de te défendre et même si tu le tues, tu ne craindras absolument rien du point de vue du droit pénal, puisque dans ce cas précis, la légitime défense sera évidemment admise. On peut de plus terminer sur une troisième éventualité, si on n'est pas face à un cas isolé, mais à une véritable invasion comme dans The Walking Dead, il y a fort à parier que l'état d'urgence serait décrété en vertu du code de la défense, le plus badass des codes juridiques, et de la loi du 3 avril 1955. Des libertés fondamentales pourraient alors être exceptionnellement limitées, comme par exemple la libre circulation des personnes via la mise en place d'un couvre-feu. On a terminé notre réflexion juridique sur le zombie avec la notion de libre circulation des personnes. Alors tant qu'à faire, autant commencer avec la sorcière sur cette même notion. La plupart des sorcières se déplacent sur un balai volant, je pense que tu es d'accord avec moi. Du moins les vieilles sorcières, tu sais, la sorcière typique avec sa petite verrue sur le nez. Du coup, est-ce que lors de leur déplacement en balai, elles violent le droit aérien? Le droit aérien porte sur les aéronefs. Ce terme apparaît dans la Convention de Chicago de 1944 et fait référence aux appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air. Concrètement, il va s'agir des aérodynes, c'est-à-dire les engins plus lourds que l'air, comme les avions et les hélicoptères, mais également des aérostats, c'est-à-dire à l'inverse des engins plus légers que l'air, comme les ballons ou les montgolfières, et enfin des planeurs et des ailes delta. Du coup, ne sont pas concernés par le droit aérien les parachutes, tu te doutes bien que les balais des sorcières non plus. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que parmi toutes les obligations qui découlent du droit aérien, aucune ne va pouvoir s'imposer à la sorcière lorsqu'elle chevauche son balai volant. En dehors des balais volants, les sorcières sont plutôt connues pour leur sortilège. Si, elles sont connues pour leur sortilège. Et en droit pénal, il existe la notion d'infraction impossible. Une infraction est considérée comme impossible si le résultat est hors d'atteinte. Exemple, je dégaine mon fusil à pompe pour tirer sur une personne qui en fait est déjà morte. À ce moment-là, l'impossibilité de commettre un meurtre, par exemple, est absolue. Bah ouais, on peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Et du coup, s'il y a impossibilité absolue de commettre un meurtre, le concerné ne sera jamais condamné au titre du meurtre. Or, et c'est là que ça devient magique, tous les penseurs juridiques, la doctrine comme on dit, s'accordent sur un point. Il y a également impossibilité absolue de commettre une infraction lorsque les moyens utilisés sont dits surnaturels. Tu te doutes bien que rentrent dans cette catégorie des moyens surnaturels les sortilèges, les envoûtements, etc. À moins à la limite de prendre en flag la sorcière et de réussir à le prouver, mais ça risque d'être tendu. Du coup, si cette sorcière est pas trop teubée, elle devrait facilement échapper au droit pénal et donc à la prison pour femmes de Saint-Philippe-les-Olivettes. Et voilà pour ce district, nous pouvons le quitter pour voguer vers de nouveaux horizons. N'hésite pas à me faire des suggestions de districts juridiques dans lesquels tu voudrais te rendre dans les prochains épisodes. Par contre, me sors pas ceux des épisodes précédents, hein. Et si tu ne les as pas vus, ces épisodes précédents, eh bien je t'invite à aller les voir. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo comme toutes les autres vidéos passées, présentes ou à venir dans un futur très lointain. Et je sais pas vous, mais moi en attendant la prochaine vidéo, je vais me faire le dernier épisode de... Previously on AMC's The Walking Dead.